On disait il y a encore peu. Frédéric Lefebvre, plus de 200 000 personnes étaient dans les rues hier pour dire non à la réforme du travail défendue par Myriam El Khomri. Vous soutenez ce mouvement ? Non, je soutiens Myriam El Khomri, je soutiens le gouvernement, je soutiens le texte pour plein de raisons. Même si je suis bien décidé quand il viendra au Parlement à défendre un certain nombre d'amendements, et notamment parce que je pense que sur la question de la souplesse sur les heures travaillées, il faut ajouter la défiscalisation et la décharge des heures supplémentaires, au moins pour les salariés, parce que si on donne la souplesse aux entrepreneurs, il faut que les salariés en aient eux aussi une partie des fruits, mais par la baisse des charges du côté de l'État. Donc vous voyez, encore plus loin. Je pense que sur l'avancée que représente la logique d'un suivi personnel des salariés, il faut en même temps revoir un peu le dispositif tel qu'il est construit et lui donner, et vous ne serez pas étonné, une dimension qui le projette dans ce que je défends, c'est-à-dire l'idée de l'évolution du contrat de travail. Je pense qu'il manque notamment toute cette logique du contrat unique qui est défendue par Tirole, le prix Nobel de l'économie, dont tout le monde dit qu'il a raison, et puis finalement, dans ce texte, on n'en tire pas les conséquences. Donc vous voyez, il faut aller plus loin sur un certain nombre de sujets, mais le blocage dont vous parlez, vous savez, c'est très frappant pour moi, hein. Quand on m'explique toujours que la France et les Français ne veulent pas se réformer, c'est totalement faux. La vérité, c'est d'où ce que disait François Fillon ce matin. Si le gouvernement faisait un référendum, les Français, dans une large majorité, diraient oui à cette réforme du travail. En tout cas, à une réforme du oui, alors la question, enfin, c'est toujours pareil. Moi, je suis un grand défenseur, notamment de la démocratie digitale. Je pense que c'est très simple pour un gouvernement aujourd'hui. On n'est pas obligé d'enclencher un référendum comme on les connaît, avec du coup la difficulté d'une question où vous répondez par oui ou par non. Moi, j'aime bien la démarche des référendums à la Suisse. Une votation. Les votations et dont on m'a toujours expliqué qu'on pouvait pas les appliquer dans un pays comme la France parce qu'on était trop grand, parce qu'on n'avait pas la même culture, parce que aujourd'hui le digital permet de le faire. Et donc moi, ce que je souhaite, plutôt qu'un référendum classique, c'est que sur une question comme celle-là, on interroge les Français à travers des systèmes de questions assez ouvertes et qui permettent effectivement de reconnaître la volonté du pays de se réformer, parce que je vous le dis, le blocage en réalité, c'est des syndicats qui ne sont pas autre chose que une forme de dérive du système politique lui-même, qui vit sur le vieux logiciel droite-gauche qui ne veut plus rien dire. Vous savez que moi, j'essaye d'avoir une attitude différente depuis 3 ans. Quand un texte qui est présenté, y compris par le gouvernement, me paraît aller dans le bon sens, je le vote. Ce qui ne plaît pas à ma famille politique, souvent. Mais moi, je veux porter dans cette campagne des primaires, car vous savez que j'ai décidé de m'y engager, mais je veux porter ce changement d'attitude politique. Et je crois que aujourd'hui, ce sont pas les Français qui bloquent les réformes. C'est pas vrai. Ce sont les partis politiques qui bloquent les réformes. La gauche ne veut jamais laisser la droite réformer, la droite ne veut jamais laisser la gauche réformer, et les syndicats, quand on me dit les jeunes sont dans la rue, non. C'est la question que j'allais vous poser. Les jeunes engagés dans des syndicats proches de formations politiques qui font vivre ce vieux logiciel sont engagés. C'est quand même une grande différence. Il y a toujours une bataille des chiffres dans des manifs, mais on parle de la moitié quand même des manifestants hier comme étant des jeunes, l'appel de différentes associations. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes qui sont dans la rue, qui disent non, il ne faut pas toucher au droit du travail? Mais moi je dis, il faut que ce gouvernement accepte d'engager une discussion avec eux. J'avais d'ailleurs demandé la même chose au gouvernement au moment de la réforme de l'éducation, dont on voyait qu'elle était à peu près refusée par tout le monde et où le gouvernement était passé en force, alors qu'avec le système de la démocratie digitale, il est simple aujourd'hui pour n'importe quel gouvernement, et c'est cette gouvernance-là que je veux que nous construisions dans notre pays, de consulter les gens qui sont directement concernés par un texte. Or là, évidemment, on peut parfaitement consulter les jeunes, on peut consulter, ça c'est la moindre des choses, l'ensemble des salariés des entreprises, et y compris d'ailleurs, parce que dans le texte, sur un certain nombre de parties du texte, on bouge les choses pour les travailleurs indépendants. Et donc, voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est facile. On a tous les moyens pour le faire. Moi-même, dans ma campagne,
aujourd'hui, peut-être sur la question du RSI, par exemple, donc la protection sociale des travailleurs indépendants, je veux la liberté d'affiliation, je les consulte. J'ai ouvert le débat sur 7 ou 8 plateformes sur Internet, et c'est très intéressant. En dehors des gens qui ont signé des pétitions, des gens qui votent oui ou qui votent non sur tel ou tel point, j'ai des milliers et des milliers de contributions qui m'aident à bâtir une réforme qui soit une réforme voulue par les Français. La République de demain, c'est ça? C'est une sorte de participation directe, les solliciter, Mais vous l'avez dit, le mot direct, il faut de la démocratie directe dans ce pays, c'est indispensable, on en a les moyens. On ne pouvait pas par le passé, puisque les moyens techniques ne nous le permettaient pas. Aujourd'hui, on le peut, et c'est ça qu'il faut faire. Et ça permettra parce que ces syndicats que l'on voit qui bloquent aujourd'hui, quand moi je vais dans les entreprises et qu'on m'explique comment se passent les élections syndicales, d'ailleurs les salariés le savent tous, c'est que pour être candidat, il faut d'abord être déjà syndiqué. Donc vous avez plein d'entreprises où de toute façon, le candidat, il est connu à l'avance, il n'a même pas besoin d'être élu, il suffit qu'il soit élu par lui-même, d'ailleurs, ça suffit, puisque de toute façon, il est le seul à pouvoir être candidat parce qu'il était déjà syndiqué avant. Enfin, est-ce que tout ça, c'est un pays qui vit avec un vieux système, et les partis politiques, je le dis d'autant plus fort que moi-même je suis membre de ma formation politique. Regardez comme par exemple le bureau politique de ma famille politique, c'était une liste bloquée. En réalité, y compris les militants n'avaient aucun choix. De la même façon, et que tout ça avait été négocié par les uns par les autres. Et c'est avec ce bureau politique que nous fonctionnons aujourd'hui. Donc tout ça, ça appartient au passé. Ça ne correspond plus à la réalité des Français. Le vieux logiciel droite-gauche, il est dépassé. Et aujourd'hui, ce qui doit mobiliser, et pour ça que je travaille moi d'ailleurs avec j'étais en venant chez vous, je reviens d'une péniche qui accueille des sans-abri qui ont des animaux, et j'étais avec le sociologue Michel Fize, qui était comme moi par le passé conseiller régional d'Île-de-France, sauf que lui il était écolo. Et on travaille ensemble sur un certain nombre de sujets. Et ça ne me pose aucun problème. Au contraire, c'est ça qu'attendent les Français, qu'on bosse pour eux. Alors, bosser pour eux, c'est évidemment ce qu'attendent les Français, a priori, d'un homme politique. Vous parliez des militants, les Républicains, il y a quelques instants, Frédéric Lefebvre. Ils auront quand même, les militants et les sympathisants de droite, la parole. En tout cas, ils pourront désigner leur candidat pour 2017. Ce sera en cette fin d'année. Vous êtes vous-même en lice pour cela, déclaré depuis 1 mois et demi maintenant. On ne nomme plus François Fillon, Bruno Le Maire, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy laisse planer un doute sur cette candidature. Nathalie Kosciusko-Morizet qui a annoncé sa candidature avant-hier. Vous attendez encore beaucoup de prétendants à l'investiture? Écoutez, que chaque homme ou femme politique qui considère qu'il a un projet à porter pour ce pays et qui veut qu'une attitude politique puisse être partagée avec les citoyens, a parfaitement le droit de le faire. Après, c'est à chacun de juger. Je veux dire, c'est à vous, les observateurs. Vous avez rappelé tout à l'heure, avec peut-être, je vais mettre un petit bémol sur ce que vous avez dit, que les militants, les adhérents et les sympathisants de ma famille politique pourront voter. Non, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde pourra voter. Et que pour la première fois dans notre pays, les partis politiques n'ont pas eu d'autre choix d'ailleurs, parce que ça fait partie de ce que je dis. Quand je dis que ce vieux logiciel est usé, ils n'ont pas d'autre choix que de se séparer pour partie de ce qui faisait leur plus grande force, c'est-à-dire la désignation et le choix des candidats. Et le fait d'être obligé, comme d'ailleurs dans un pays dans lequel je passe beaucoup de temps, les États-Unis, de donner aux citoyens le droit de choisir les candidats, montre bien à quel point aujourd'hui on est dans un mouvement nouveau. Et ce mouvement nouveau... Ça enrichit véritablement le débat au sein du parti. Oui. Mais vous savez, le débat public en France, quelle est sa caractéristique? Non, je parlais au sein du parti. Mais justement, quelle est sa caractéristique, le débat public en France? Sa caractéristique première, c'est que c'est un peu comme le Stade de France. Vous avez la droite et la gauche qui font de l'anti-jeu sur le terrain. Bon, il se trouve qu'il y a une troisième équipe qui s'est invitée depuis. Vous avez une nuée de caméras autour. Dans les tribunes, vous n'avez plus que les clubs de supporters. Il n'y a plus personne dans les tribunes sinon. Et moi, mon objectif, il est de ramener les gens dans le débat public, de les ramener dans les tribunes. Et du coup, le fait qu'il n'y ait plus personne, mais le fait qu'il y ait une procédure de désignation qui soit ouverte à tous, puisque chaque citoyen, chacun de vos auditeurs, je leur dis, je vous le dis à tous qui nous écoutez, vous pourrez voter. Et il faudra que vous payiez 2 €, mais
vous aurez le droit de voter. Et donc, on peut faire de cette désignation le premier tour, en réalité, réel de l'élection présidentielle. Et c'est la raison et on peut le faire sans prendre le risque d'avoir, parce que c'est ce qui, aujourd'hui, empêche le débat dans les familles politiques, comme on sait que le Front National, maintenant, est très présent dans le débat, que pour pas prendre de risque par rapport au deuxième tour, du coup, le premier tour, plus personne ne veut prendre le risque de se présenter pour ne pas donner la chance au Front National de profiter des divisions des deux familles politiques en question. Et bien là, pour une fois, tout le monde pourra voter. D'ailleurs, même des gens qui se sentent proches plutôt des idées du Front National ou qui rejettent la politique ou qui auront le droit de voter. Et ce droit-là, il va permettre d'avoir un débat très différent. Et c'est la raison pour laquelle, quand on me dit tu perds ton temps quand tu vas, comme j'étais il y a 2 jours dans un centre d'hébergement d'urgence avec des femmes qui sont dans la rue et qui, pour beaucoup d'entre elles, n'ont plus de carte d'électeur. Tu perds ton temps quand tu vas dans les cités, dans des banlieues, rencontrer les franco-maliens, les franco-algériens, les franco-congolais, ou quand tu vas dans des zones rurales, parce que moi, je veux une France mondiale, et je pense que si on regarde demain, on voit que l'Afrique est une des chances de la croissance mondiale. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, ils l'ont bien compris. Et que nous, on a une chance folle, c'est qu'on a beaucoup de doubles nationaux sur lesquels nos entreprises devraient investir au lieu qu'on continue de les ghettoiser. Voilà. Tout ça, c'est une nouvelle politique que je n'aurais sans doute pas pu partager uniquement avec les clubs de supporters classiques qui sont entretenus par les partis politiques dans des discours dont vous le voyez bien, aujourd'hui, les fondamentaux ne correspondent pas à ce qu'attendent les gens dans la rue. Sinon, il n'y aurait pas aux dernières élections régionales, sur 45 millions d'électeurs, près de 33 qui votent contre la droite et la gauche, en votant pour Parti Front National, plus de 7 millions, 22 millions qui s'abstiennent, 1 500 000 qui votent blanc. Donc, vous voyez ce phénomène-là. Eh bien, moi, c'est à tous ces Français que je veux parler. Tous ces Français qui ne croient plus à la politique, qui n'ont plus confiance dans la politique, qui savent que le logiciel droite-gauche ne veut rien dire, qui voient que la politique ne s'occupe pas d'eux. Eh bien, moi, je veux qu'on s'occupe d'eux. Parce que c'est avec eux tous qu'on va pouvoir construire une France qui a vraiment un bel avenir dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est avec ce discours-là que le candidat Les Républicains de 2017 pourra gagner face au FN et battre la gauche, parce que François Hollande a beau être au plus bas historique dans les sondages, il y a tout de même un certain ras-le-bol qui fait que ce serait peut-être un autre candidat qui sera qui défendra les couleurs socialistes dans un an. Peut-être. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je pense que le système des primaires, aujourd'hui, il est un espoir, peut-être un des derniers espoirs, que certains hommes politiques, certaines femmes politiques, comme moi je le fais, se lèvent avec un discours libre, essayent de dire la vérité. Moi je vous dis la vérité, par exemple, dans moins de 10 ans on ne pourra plus payer les retraites dans ce pays, et ça n'est pas avec la suppression des 35 heures, ou comme certains le disent, l'allongement simplement de la durée de cotisation, qu'on va régler le problème. C'est faux, il faut changer le modèle. Quand vous avez, ce que je vous disais tout à l'heure, l'automatisation, la destruction d'un certain nombre d'emplois, on a un effet ciseau qui fait qu'on a un modèle à bout de souffle, qui est incapable d'affronter l'avenir, et donc il faut regarder ce qui se passe. Moi je défends le revenu universel, je veux ce filet de sécurité pour tout le monde, je veux en même temps qu'on change notre système fiscal. D'ailleurs, regardez, la gauche elle-même réfléchit à fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu. Moi, je pense que c'est un risque de contagion du mauvais côté de le faire comme il le propose. Donc, moi, je le propose de faire les choses différemment, avec un dispositif, une flat tax, donc un impôt unique, qui avec 2 paliers, parce qu'il faut de la progressivité, mais qui permettent de mettre beaucoup plus de justice. Je veux que, par exemple, les gens qui ont vraiment besoin aujourd'hui du RSA et qui, avec la bureaucratisation, ne peuvent pas en réalité en bénéficier, alors que vous en avez d'autres qui collectionnent les allocations alors qu'ils n'en ont pas besoin et qui du coup arrivent à gagner plus d'argent que ceux qui travaillent dur. Tout ça, c'est un système qui doit appartenir au passé. C'est la dérive de notre système de l'assistanat. Il faut au contraire rentrer dans une vraie solidarité. Se regarder juste d'un mot. D'un mot, parce que j'aimerais qu'on leur tourne et j'aimerais qu'on avance sur ça. Mais regardez les sans-abri. Oui. Aux États-Unis, l'Utah a fait quelque chose de formidable. Ils ont calculé ce que coûtent les sans-abri dans l'Utah. Ils sont aperçus qu'en additionnant l'hospitalisation d'urgence, la prison, la destruction d'équipements publics, ils ont réussi à définir que 16 870 $, c'est ce que coûte un sans-abri. Après, ils ont regardé ce que coûterait de les loger.
et de les faire suivre par un acteur social. 11 000 $, un tiers de moins. Il y a 10 ans, ils ont lancé un plan. Ils ont fait le bilan il y a 3 mois. En 10 ans, 75% des sans-abri de l'Utah ne sont plus des sans-abri. Ils sont aujourd'hui logés. C'est plus humain, ça coûte moins cher à la société. Quelqu'un comme Julien Bayou est venu me voir. On a été voir, il l'a dit, il a annoncé d'ailleurs, on n'est pas couché, il y a quelques jours. Nous travaillons ensemble avec Gérard, qui est un sans-abri, qui est dans la rue, qui a été projeté dans la rue, ça pourrait être chacun de nous ici, qui a été projeté dans la rue en quelques mois, qui est en train... Tous les trois, nous essayons de faire ce travail pour que la société française accepte de changer de logiciel et de regarder comment on peut faire quelque chose de plus efficace, de plus juste et de moins coûteux. Parlons d'une autre société, si vous le voulez bien, Frédéric Lefebvre, d'une société que vous connaissez bien en tant qu'élu des Français qui vivent en Amérique du Nord. On parlait il y a quelques instants des primaires à droite en France. Il y a les primaires aux États-Unis en ce moment même. Comment vous interprétez le succès un peu surprise de Donald Trump ? Alors, de manière très simple, et là il y a une vraie similitude avec la France, c'est le ras-le-bol du système. Quand vous avez, au tout départ des primaires, que ça soit d'ailleurs du côté républicain avec Trump, et j'avais écrit à la demande d'un de vos confrères, le Nouvel Obs, un portrait que j'avais appelé le mégaphone des sans-voix, il y a quelques mois maintenant. Que ce soit du côté démocrate avec Sanders, n'oubliez pas que Sanders, il est parti à 0,5% dans les sondages, il a été candidat parce que on voulait pas laisser dans le camp démocrate Hillary Clinton seule candidate, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait des primaires, il s'est dévoué pour y aller, et regardez comme aujourd'hui, il gagne souvent et comme il a la confiance des jeunes, côté démocrate. Regardez comme côté républicain, Trump, que personne ne prenait au sérieux, les instituts de sondage ne voulaient même pas le rentrer dans les sondages au départ, c'est ça la vérité. Tout le monde pensait qu'il irait pas au bout, que c'était une blague. Regardez aujourd'hui où il en est. Il fait peur aux Européens. Mais il y a un ras-le-bol du système. Quand on aura compris ça, on comprendra la situation de la France aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui un certain nombre de gens se projettent dans les bras du Front National, donc des discours qui sont des discours en réalité de rejet du système. Pourquoi est-ce que beaucoup ne veulent pas voter ? Parce qu'ils rejettent le système. Et donc moi, la chance aujourd'hui que nous avons avec les primaires, justement, en France, c'est la même chose que ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est-à-dire de donner la possibilité aux citoyens de trouver des moyens d'expression à travers des paroles différentes. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis ? Est-ce que Trump va gagner quand il y aura... D'abord, est-ce qu'il va gagner les primaires ? Vous savez, on n'est pas à l'abri, puisque le système des Républicains ne veut pas qu'il gagne, de voir par exemple une alliance entre Ted Cruz et Rubio. Et si vous additionnez déjà les délégués, puisque ça fonctionne comme ça là-bas, de Ted Cruz et de Rubio, on s'aperçoit que la domination de Trump est beaucoup moins grande. Donc il peut se passer beaucoup de choses de la part des formations politiques et des candidats dans les semaines qui viennent. La route est encore longue. Mais ce qui est très frappant, en tout cas, c'est que tout le monde est obligé aujourd'hui, aux États-Unis, grâce à ce mouvement, de comprendre que le système doit évoluer, le système doit changer, il faut une autre offre. Le revenu universel que je défends, Marco Rubio le défend, ou Sanders défend pour partie l'universalité que je défends moi-même en France. Et je ne voudrais pas que la France soit le dernier élève du monde, là où on peut être pionnier. Regardez le Canada, l'Ontario vient d'annoncer qu'il allait le faire, le Québec avait annoncé qu'il allait le faire, la Finlande en Europe le met en place, les Pays-Bas sont en train de l'expérimenter. Est-ce qu'on va comprendre qu'il faut dire la vérité aux gens, qu'il faut changer de modèle, qu'on ne peut pas, aujourd'hui on ne pourra plus être dans l'avenir, dans une société de plein emploi, ça n'existe plus. Il faut redéfinir ces mots. Frédéric, il faut un nouveau contrat de travail. Je voudrais vous entendre, parce que on leur tourne à grande vitesse. Je voulais vous entendre sur un sujet qui ne vous a pas laissé indifférent. On parle toujours d'international, mais de diplomatie française cette fois. C'est Jean-Marc Ayrault, le nouveau chef de la diplomatie, qui a entamé hier au Caire une série de consultations en vue de relancer le processus de paix israélo-palestinien, avec une nouveauté qui le démarque de son prédécesseur. Il a dit qu'il n'y aurait pas de reconnaissance automatique d'un État palestinien en cas d'échec. Comment vous voyez cette nouvelle donne ? Je vois une diplomatie française qui revient à la raison, parce que la dérive que l'on voyait depuis un certain nombre de mois, je m'en étais entretenu d'ailleurs avec le ministre précédent, qui était une diplomatie française qui, au lieu d'être aiguillon de la paix, se retrouvait comme partie prenante d'un camp contre l'autre. Comment voulez-vous, à partir du moment où vous avez des gens qui sont dans un conflit depuis si longtemps, dont les peuples évidemment n'espèrent qu'une chose, qu'ils en sortent avec la signature d'un acte de paix, comment est-ce qu'un pays comme la France,
qui a ce rôle à jouer d'aiguillon, peut prétendre le faire si il désigne immédiatement l'un comme accusé, l'autre comme au contraire celui qu'il doit défendre. Ça n'avait pas de sens. Et on était petit à petit en train de retirer toute possibilité à la France d'être un acteur de paix dans le monde. C'est très intéressant de voir comme d'ailleurs... Elle a une chance, cette initiative française, pensez-vous ? Écoutez, moi, cette initiative, compte tenu de ce que je viens de vous dire et de l'ensemble des gesticulations qu'il y a depuis un certain temps, malheureusement, je pense que notre influence est aujourd'hui malheureusement très émoussée. Mais, en tout cas, ce virage que vient de faire Jean-Marc Ayrault est un virage qui redonne un tout petit peu de crédibilité. Mais il va falloir beaucoup plus pour redonner de la crédibilité. Et moi, je crois beaucoup, vous savez, je m'en suis entretenu longuement avec Shimon Peres il y a quelques années. Je crois comme lui à la question économique. Et c'est pour ça que moi, je défends, par exemple, que l'Europe, qui au lieu de donner des leçons, là encore, et de prendre des décisions unilatérales, comme elle l'a fait de condamnation, ferait mieux de réviser la logique de sa politique. Plutôt que de donner des subventions en Palestine, qui, on le sait, sont parfois détournées de leurs objectifs, il vaudrait mieux rentrer dans une logique qui est celle que je défends d'ailleurs pour la France en matière de co-développement, dans une logique de citoyen à citoyen. Et moi, je crois que une des choses qui pourra changer la donne dans cette région, c'est d'abord quand, de la même façon que Israël aujourd'hui peut compter sur les Juifs du monde entier qui se mobilisent et qui se mobilisent notamment financièrement depuis des décennies pour Israël, et c'est très frappant quand on va quand on visite les grands équipements publics en Israël, de voir tous ces donateurs du monde entier, eh bien peut-être qu'un jour, le monde arabe acceptera de se mobiliser dans cette même logique pour essayer de construire une alternative économique à la Palestine, ce que défend d'ailleurs Shimon Peres depuis toujours. Et je crois que c'est ça qui peut changer la donne. Et c'est là où un pays comme la France, comme l'Europe, on peut être des vecteurs de paix. Parce que la paix, on le sait d'ailleurs. Mais où est-ce qu'ailleurs dans le monde on le sait mieux qu'en Europe ? Quand on est sorti de ce conflit, comment a-t-on réussi à construire cette stabilité, cette paix, si ce n'est par la réussite économique et l'espoir économique ? Et donc c'est comme ça qu'on peut le faire. Et il faut arrêter, sinon, de donner des leçons en permanence, de condamner à l'avance, de prendre parti pour l'un contre l'autre, parce que si on fait ça, malheureusement, on contribue à compliquer la situation. Ce sera le mot de la fin de cet entretien. Merci Frédéric Lefebvre, député de la première circonscription des Français établis hors de France pour l'Amérique du Nord. Merci d'être venu sur RCJ. Le 12-13 continue.